On va essayer de faire notre séquence dans un moment de calme qui, voilà, je croise les doigts pour ceux qui ont entendu les autres moments de la journée. Je suis très heureux de vous accueillir sur le stand d'INRAE, dans ce salon des retrouvailles. Alors c'est le salon des retrouvailles pour l'agriculture, les citadins, mais c'est aussi les retrouvailles pour les chercheurs, les enseignants, les étudiants, le public, les futurs étudiants, les familles qui s'intéressent au futur de l'agriculture, qui s'intéressent au futur de l'alimentation, qui s'intéressent au futur de la planète, qui se posent des questions. Les étudiants, les jeunes, on le sait, de plus en plus à la fois questionnés, parfois inquiets, mais le plus souvent motivés par l'avenir de la planète et l'avenir de leur vie, sont intéressés par les sujets qui nous préoccupent. C'est-à-dire le lien entre l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, la santé, aujourd'hui et demain. Et donc c'est une des vocations du stand INRAE d'accueillir ces familles, ces jeunes. C'est aussi la vocation des écoles, que je salue, nos partenaires AgroParisTech, l'Institut Agro, qui sont présents sur le salon et qui vont tout au long de la semaine accueillir et discuter avec des jeunes qui se disent pourquoi pas moi, et si j'allais dans l'enseignement agro, dans l'enseignement supérieur, et la question qu'on peut se poser aussi, c'est si j'allais dans la recherche. Comment la recherche peut apporter des solutions pour trouver des transitions, trouver des réponses. C'est vraiment une des grosses motivations pour nous de la présence sur le stand. C'est pour ça qu'on a des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui tout au long de la semaine vont présenter des manips, discuter de leurs pratiques de recherche. Et voilà. Et donc aujourd'hui, c'est le salon des retrouvailles entre nos écoles, l'INRAE et l'Académie d'agriculture. Et l'Académie, on le sait, joue un rôle très important, à la fois comme lieu d'expertise, d'éclairage des politiques publiques, lieu de confrontation aussi des savoirs, et aussi, je crois que c'est très important pour l'Académie, son président, son secrétaire perpétuel, lieu de transmission. Et donc, vous avez tout au long des années développé des initiatives pour favoriser la rencontre entre les seniors, avec tout leur savoir accumulé, des académiciens, des académiciennes et les jeunes comme vous aujourd'hui. Donc voilà, c'est un événement un peu original qu'on a concocté. Et l'angle, ça va être, mais j'en dirai pas plus avant de passer la parole à notre animateur, de se poser la question de, voilà, comment on accède à la recherche. Qu'est-ce qu'on fait comme métier? C'est quoi les formations? Qu'est-ce qu'il faut avoir peut-être comme envie, comme profil, comme passion? Et tous les interlocuteurs qui vont se succéder vont essayer de vous donner des éclairages, éventuellement de répondre à vos questions. Donc je passe tout de suite la parole à Philippe Bombled, qui va être le maître de cérémonie. Maître de cérémonie, c'est un grand mot. Donc je vous remercie toutes et toutes d'être présents ici. Donc effectivement, comme l'a dit Philippe, notre idée c'était de faire une petite séquence en 3 temps. Donc puisque la séquence s'appelle formation par la recherche et après. Donc les 3 séquences vont d'abord nous présenter ce que sont les formations. La deuxième séquence qui sera donc une séquence de l'académie et peut-être une séquence peu connue où on vous expliquera comment l'académie interfère notamment dans le processus de sélection de thèses méritantes par un processus de médailles, une médaille d'argent de l'académie. Et en troisième temps, donc, nous aurons des explications de ces formations, qu'est-ce qu'elles sont devenues, quels ont été les parcours de ces formations, quels sont les parcours attendus pour ces formations. Donc 3 temps, et après, évidemment, la place au débat. Donc je laisse tout de suite les intervenants du premier temps, donc je ne sais pas dans quel ordre, puisque nous avons AgroParisTech ou Institut Agro, donc comme vous voulez. AgroParisTech A. Bonjour à tous. Donc l'idée là, s'agissant d'AgroParisTech, c'est de parler de la formation à la recherche à AgroParisTech. Quand on parle de formation à la recherche, on va tout de suite penser au doctorat. Alors j'en parlerai tout à l'heure, puisque je suis à la fois le directeur de la recherche et de la valorisation d'AgroParisTech, mais également le directeur de l'école doctorale ABS. Mais je vais parler d'une autre dimension avant, et je rebondis justement sur ce qu'a dit Philippe Mauguin tout à l'heure, en parlant des écoles d'ingénieurs, en disant la recherche, pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et c'est tout l'objet de la réflexion qu'on a menée à AgroParisTech depuis plusieurs années, en disant, voilà, bon, on a entre 10 et 15% de nos étudiants qui, une fois diplômés ingénieurs, poursuivent par une thèse.
Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que finalement c'est la bonne cible? Je ne réponds pas à cette question. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, avant la 3e année et le master ou une dominante, on n'offrait pas ou très peu l'occasion à nos étudiants de se confronter à la recherche. Or, c'est pas en 3e année qu'on va d'un coup se dire, bah là, je me lance sur une année de recherche, je sais pas si ça me plaît, mais je fais ce pari-là. Non, en réalité, pour faire ce pari-là, il faut d'abord avoir une petite idée de est-ce que la recherche c'est fait pour moi. Et donc c'est tout le dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle la recherche chez moi, avec à la fois des formations au métier de la recherche pour comprendre ce que sont ces métiers, mais également quelque chose de pas simple à monter en première ou en 2e année d'ingénieur, qui est un accueil à raison, sur un premier dispositif, un accueil à raison d'une demi-journée par semaine, alors c'est souvent le jeudi après-midi, dans un labo, pour voir si effectivement l'ambiance de la recherche, ce qu'on y fait, c'est quelque chose qui correspond ou pas à l'étudiant. Ça permet de se tester. Donc ça, on peut le faire en première, on peut le faire en 2e année, et étonnamment, parce qu'on peut se dire, ça va être simplement du papillonnage, en réalité, on arrive, parce que les labos jouent bien le jeu, à les intégrer à des véritables projets de recherche, et ils arrivent à y contribuer. On a des sessions posters, des communications à la fin du dispositif qui montrent bien que même si c'est une expérience qui est courte en termes de temps consacré à la recherche, on arrive à des choses et des productions tout à fait intéressantes et originales. On a un 2e dispositif dans ce même cadre, qui est un accueil plus en continu, dans le cadre de ce qu'on appelle le module intégratif, qui là est un accueil sur 2 semaines, mais qui est beaucoup plus riche qu'un simple accueil recherche. C'est-à-dire qu'on définit avec nos étudiants, en tout début de module, un questionnaire. Et ils vont aller interroger le labo, poser des questions qu'un étudiant en stage de master ne posera jamais, qui vont être, c'est quoi les valeurs du labo? Comment ça fonctionne? Vous vous financez comment? Votre rapport à la société, c'est quoi? Donc des questions qui ne sont pas complètement iconoclastes, mais qui sont très intéressantes à traiter et qui leur apportent à la fois donc, cette expérience de la recherche et une connaissance assez fine de la recherche que, habituellement, on acquiert au bout d'1 ou 2 années de doctorat. Donc c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui est attractif. Ça, on l'a vu aussi sur les derniers recrutements. Et j'en veux pour preuve que cette année, on a eu 104 demandes d'accueil en première année, donc à peu près 40% d'une promotion, à mettre en regard des 10-15% qui vont en thèse. Et alors, on n'arrive pas à accueillir tout le monde dès la première année, mais on aura la 2e année pour cela. Donc, qui montre le succès de ce dispositif, avec encore une fois, pas dans l'idée que ces 104 fassent une thèse après, mais qu'au moins, ils aient été confrontés à la recherche, qu'ils sachent si la recherche est quelque chose qui est fait pour eux ou pas, et puis même, si c'est pas fait pour eux, au moins, quand ils parleront de ce qui se fait en recherche, ils sauront de quoi ils parlent. Évidemment, on a je parlais des masters et des dominantes, c'est également le lieu où, forcément, on parle de la recherche, on leur parle de ce qu'est une thèse, on intervient dans les masters pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'un contrat doctoral, qu'est-ce que c'est qu'une thèse pour faire de la recherche. Ça, c'est quelque chose d'assez naturel et qu'on voit assez régulièrement. Et puis, bien entendu, le doctorat, et donc avec un focus sur le doctorat à AgroParisTech et dans l'école doctorale APS. Donc, le doctorat, c'est se former à la recherche par la recherche, mais quand on est en doctorat, on n'est plus étudiant. Alors on a une carte d'étudiant, on en bénéficie pour tout ce dont on peut bénéficier pour une carte d'étudiant, c'est très bien. Mais en réalité, on est déjà un jeune chercheur. Et donc on apprend la recherche par la pratique de la recherche. Nous, école doctorale, qu'est-ce qu'on va apporter? On va apporter des formations complémentaires à tout cela, des formations qui peuvent être techniques, type on va les former en statistique, en modélisation, des formations dites transverses, c'est-à-dire qu'on va les accompagner pour mieux communiquer en français et en anglais. On ne va pas leur apprendre l'anglais. S'ils ne connaissent pas l'anglais en arrivant en thèse, on ne prendra pas de doctorant qui n'a pas le niveau, mais on va leur apprendre ce que c'est que l'anglais académique, qui est quand même un peu particulier. On va les former également à se poser des questions sur leur avenir professionnel. Et pour cela, on a à l'appui un carnet de compétences qu'on a fait sur la base des compétences reconnues comme étant celles du doctorat pour les accompagner dans la mise en valeur de toutes les compétences qu'ils auront acquises et pas que scientifiques. On apprend énormément de choses par la recherche
On apprend notamment, et pour la première fois souvent pour beaucoup, à se confronter à l'incertain et à l'inconnu. Parce que très concrètement, entre le sujet de thèse et ce qu'on voit 3 ans après, on a des choses très différentes. Parce que la recherche, ça peut fonctionner, une manip peut fonctionner, ne pas fonctionner. On apprend à rebondir, on apprend à affronter l'échec. L'échec n'est pas dramatique en recherche, au contraire, il faut savoir apprendre de son échec. Donc, énormément de choses qu'on va apprendre et qui vont faire qu'une thèse, c'est une expérience extrêmement riche. Et puis, s'il me reste encore un tout petit peu de temps, pour parler de l'esprit un peu global au sein de l'école doctorale et toujours en lien avec cette idée que le doctorant est un jeune chercheur, on les associe à égalité avec d'autres chercheurs aux instances de l'école doctorale, et notamment au conseil de l'école doctorale, où la voix d'un doctorant compte autant que la voix d'un autre membre de l'école doctorale, ce qui est un peu une spécificité. On nous regarde comme des ovnis, hein, parce que concrètement, il existe encore des écoles doctorales pour lesquelles, au moment du concours, c'est le moment où on fait sortir les doctorants. Nous, pas du tout. Ils sont là, et même, on va plus loin, le doctorant en 3e année va avoir un sujet à rapporter dans le cadre du concours, comme tout autre membre du conseil. Donc on va assez loin là-dessus, et on a très clairement une très bonne adhésion, enfin c'est ce qui a été relevé par le rapport HERS, des doctorants, des équipes aussi qui s'impliquent énormément. On a 150 volontaires parmi nos encadrants actuellement pour participer au comité de thèse en tant que référent de l'école doctorale, ce qui est vraiment énorme pour une école doctorale qui compte 300 HDR. Et ces mêmes encadrants qui eux-mêmes proposent des formations pour les doctorants assez régulièrement. Donc on a une conception de l'école doctorale qui est très large et qui est très collaborative avec les doctorants et avec nos encadrants. Et tant et si bien que même quand ils sont docteurs, on a du mal ils ont du mal à nous lâcher, et que on a nos docteurs qui ont créé une association des docteurs à biais, indépendamment de nous, et qui proposent d'accompagner tout nouveau doctorant dans l'école doctorale pour le conseiller, lui apporter un autre regard. Et ça, c'est quelque chose dont on est également très fiers. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne Sivac, la directrice générale de l'Institut Agro. Donc, je vais dire quelques mots avant de passer la parole à Jacques Véry, qui est professeur à l'Institut Agro et qui va vous parler plus du doctorat et des parcours dans l'Institut Agro. Donc, juste 2 mots d'abord pour dire bien ce qu'est l'Institut Agro, donc ce nouvel acteur, cette nouvelle grande école qui a été créée par regroupement de Montpellier Sup Agro, Agro Campus Ouest et Agro Sup Dijon, donc, qui s'appelle maintenant l'Institut Agro Montpellier, l'Institut Agro Rennes Angers et l'Institut Agro Dijon. Donc un nouvel acteur qui œuvre aux côtés et avec Agro Paritech et l'ensemble des écoles agronomiques et vétérinaires, avec tous les grands enjeux auxquels on doit faire face maintenant sur les questions de transition et de souveraineté alimentaire, et la nécessité qu'on a plus que jamais de nourrir nos formations des avancées de la science. Alors cet Institut Agro, il a été constitué à partir d'écoles qui se revendiquent intensives en recherche, hein, donc on sont des enseignants-chercheurs évidemment avec une production scientifique importante, un partenariat très fort avec l'INRAE. L'Institut Agro est le 2e partenaire recherche de l'INRAE. Je voulais réaffirmer là juste en propos introductif la place du doctorat dans notre stratégie d'établissement, pour à la fois donc former des docteurs bien sûr qui vont aller dans le monde professionnel notamment, puis dans la recherche, le continuum Bac plus 5, Bac plus 8, mais plus largement, ce qui a été très bien illustré par l'intervenant précédent, l'acculturation de nos étudiants dans nos bouquets de formation ingénieurs et LMD et tout niveau, et y compris dans le lien qu'on fait, parce qu'à l'Institut Agro, on a aussi une mission d'appui à l'enseignement technique agricole, donc ce lien formation-recherche, enseignement sup, enseignement technique. Là, je voulais réaffirmer à quel point cette connexion et cette nécessité de nourrir nos formations et des avancées de la science et de faire ce lien formation-recherche est important, et comment le doctorat est au cœur de toutes ces stratégies. J'en dis pas plus et je laisse notre éminent professeur prendre la parole, Jacques Véry. Merci Anne-Lucie. Donc quelques mots sur la formation doctorale de l'Institut Agro, hein, qui se construit à partir des 3 écoles
qui ont formé l'Institut Agro. Je vais la résumer en 3 mots. Hein. Le mot partenariat, le mot diversité et le mot professionnalisation, pour compléter aussi le propos qui a été tenu tout à l'heure. Le partenariat, il est double avec les instituts de recherche, notamment l'INRAE, au travers d'une quarantaine d'UMR dans lequel travaillent 300 enseignants-chercheurs. Partenariat avec l'INRAE, mais aussi d'autres instituts de recherche comme le CIRAD, comme l'IRD, comme l'INSERM, le CNRS ou l'IFREMER pour la partie liée à la mer et à l'halieutique. Deuxièmement, partenariat avec une dizaine d'écoles doctorales dans les villes dans lesquelles nos écoles sont insérées, à Angers, à Rennes, à Montpellier et à Dijon, et avec dans 3 de ces cas-là, la délivrance du diplôme de docteur par l'Institut Agro. Le deuxième mot autour de la diversité, c'est d'abord la diversité des champs disciplinaires. Ça, c'est pas spécifique à l'Institut Agro, parce qu'on retrouvera ça à AgroParisTech, mais je crois que c'est important de le dire. Dans ces formations doctorales, on peut faire de l'écologie, on peut faire de l'économie, de la sociologie, des sciences de l'éducation, de la biologie, de l'agronomie, etc. Donc, je pense que c'est une des caractéristiques aussi de nos écoles doctorales, cette diversité disciplinaire. La diversité des champs applicatifs aussi. Dans le cadre des doctorats, les étudiants travaillent avec quasiment toutes les filières, hein, puisque dans l'Institut Agro, nous travaillons avec toutes et nous formons des ingénieurs et des docteurs dans toutes les filières, du végétal, de l'animal, y compris au niveau marin. Travaillons dans le cadre des transitions agroécologiques, alimentaires ou énergétiques, la gestion de la biodiversité, des ressources naturelles, le changement climatique, le développement durable. Donc je crois que c'est le deuxième élément important, c'est le fait de ce croisement entre les disciplines et un grand nombre de champs d'application. Très souvent, les étudiants ont une vision un peu restreinte de ce que c'est un doctorat. Un doctorat, ça peut couvrir tous ces domaines d'application dans le labo, dans les champs ou dans les institutions. Et puis, troisième élément de diversité, l'origine des doctorants qui viennent de multiples masters et une partie aussi entre eux qui viennent de formations d'ingénieurs, des écoles de l'Institut ou d'autres écoles. Ça représente à peu près 30% des doctorants, notamment à Rennes et Angers et Montpellier, qui continuent dans le cadre d'un doctorat. Et puis l'origine aussi géographique, enfin les étudiants internationaux représentent pratiquement le tiers des étudiants en doctorat dans nos écoles, jusqu'à plus de 40% en ce qui concerne Montpellier, avec une balance sud assez importante. Troisième mot-clé autour de la professionnalisation. Alors professionnalisation vers la recherche, je pense que ça a été bien illustré tout à l'heure. Donc c'est un des domaines importants et je pense que à l'INRAE, comme dans d'autres secteurs, on va avoir besoin de renouveler les compétences, de former de nouveaux chercheurs de demain et c'est un domaine important. Mais j'insisterai un peu plus ici sur la professionnalisation pour travailler en dehors du secteur de la recherche, parce que je crois que c'est aussi un point très important. Le doctorant, notamment pour nos étudiants ingénieurs ou master, est une double formation, avec une formation par la recherche, mais pour des métiers dans des secteurs très divers. Pardon. Et comme ça a été dit tout à l'heure aussi, c'est aussi une première expérience professionnelle. C'est un premier métier quelque part, avec un projet à conduire, avec des budgets à gérer parfois, de l'inscription dans un cadre plus global. Cette professionnalisation, elle se fait notamment à travers des doctorats en partenariat avec des entreprises. À peu près 10 à 20% selon les écoles des doctorants se font en entreprise ou avec des entreprises et des labos de recherche. Donc c'est pas, on peut considérer que ça pourrait être davantage. En tout cas, il y a une demande forte de la part des entreprises. Les chaires partenariales, il y en a dans les deux établissements. Nous avons une vingtaine de chaires partenariales qui soutiennent des opportunités de travailler en entreprise ou avec des organismes professionnels sur des questions dans le cadre de master ou de doctorant. Évidemment, les incubateurs d'entreprise sont importants aussi. Donc, nous avons sur chacun des sites des incubateurs qui permettent aux doctorants, s'ils le souhaitent, d'aller plus loin dans la création d'innovations, d'activités.
Et puis, l'idée que cette stratégie de doctorat en entreprise, on vous invite, si vous avez un peu de temps, à venir sur notre stand, où on discutera plus particulièrement de ça, avec des témoignages aussi. Mardi à 11h, excusez-moi, je fais un peu de pub, mercredi et jeudi à 14h. C'est bon, Margot? Donc cette formation doctorale, comme je l'ai dit, on l'a construit, on ne la construit pas de rien, puisque chacune des écoles avait sa formation. On essaie de la développer, de la mettre en cohérence. Son développement, il passe par, notamment par le fait de pouvoir développer davantage de bourses de thèse, de pouvoir financer davantage de doctorats. Ça reste quand même un facteur limitant, c'est clair. Et il y a de nombreuses opportunités pour le développer. Et puis ça passe aussi par une sensibilisation, et je reviens du coup au prépo, qui est un premier propos, sensibilisation auprès des employeurs bien sûr, mais aussi auprès des étudiants sur ce qu'est un doctorat, comment c'est à la fois l'acquisition de compétences, d'expérience, d'une première expérience professionnelle. Et ça tout à l'heure vous écouterez Maxime Seban, un de nos jeunes anciens doctorants, qui vous parlera de sa propre expérience. Et je pense qu'elle est assez illustrative du fait que n'importe qui peut faire un doctorat, si je le dis comme ça, Maxime, voilà. Je vous remercie. Bien, merci pour cette première séquence. Donc on a vu un petit peu quelles étaient ce que faisait une école doctorale et quelle aide elle pouvait apporter aux futurs docteurs. J'avoue que j'aurais bien aimé, moi, quand j'ai passé mon doctorat, avoir un encadrement comme cela, parce qu'à l'époque, on était très seuls. Donc si on retient un petit peu, si on force le trait, on va pouvoir dire que les écoles doctorales, c'est un peu le père ou la mère des futurs docteurs. Alors j'ai bien envie maintenant d'interroger l'académie en tant que grand-père et grand-mère. Eh ben, je pense qu'on va les faire témoigner après, dans les cursus. Donc là, je passerai bien donc la parole aux grands-pères et aux grands-mères de nos docteurs, donc l'académie, pour voir un petit peu comment ces grands-pères et ces grands-mères interfèrent dans le processus, et notamment qu'est-ce qu'on fait pour mettre en avant les thèses. Voilà, je passe la parole au secrétaire perpétuel. On n'est jamais trahi que par les siens, vous avez vu, Voilà, donc je vais d'abord saluer les jeunes, parce que si nous sommes là cet après-midi, c'est pour les jeunes. Et c'est vous l'avenir, c'est sur vous qu'on compte pour mettre la recherche en action, comme c'est écrit sur ce panneau. Bien écoutez, pour l'académie, notre objectif c'est de vous valoriser. Valoriser ce que vous faites, valoriser votre action, vos premières actions. Alors pourquoi? Parce qu'il y a, en 2017, l'académie a décidé de venir au salon. Non pas pour faire salon, mais on est venu avec une devise à l'époque, n'est-ce pas Margot, sur le stand de l'AgroParisTech déjà, avec une devise, une passion, connaître, et une ambition, transmettre. Voilà, l'important n'est pas la connaissance en soi et pour soi, mais c'est bien de faire que la connaissance soit partagée. C'est pour ça que, Philippe, tu m'excuseras, mais pour moi, c'est pas le salon des retrouvailles, c'est le salon du partenariat. Si nous sommes là ensemble aujourd'hui, pour être solidaires après cette Covid, etc., c'est pour partager le plaisir que d'abord d'être avec les jeunes. Alors, notre devise, c'était celle-là, mais en même temps, notre travail d'académie, non pas de grand-père, de grand-mère, etc., mais c'est de rassembler des gens différents, des gens chercheurs, des gens qui sont dans l'entreprise, des gens qui sont dans l'administration, pour réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est que le progrès dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, n'est-ce pas? Et vous avez rajouté les paysages, vous avez rajouté l'halieutique, enfin bon, vous voyez, ils font tout. Donc dans ce tout, comment s'y retrouver et comment expliquer les enjeux. Alors, vous êtes en plein dans les enjeux. C'est ça votre avenir de jeunes. Les enjeux du climat, les enjeux de l'agroécologie, les enjeux de l'alimentation. Vous êtes en plein dans ces défis, donc c'est à vous de les relever. Et nous, de faire que, connaissant, expliquant ces enjeux, d'éclairer, bien sûr, la société et les décideurs. Et c'est cela qu'on fait depuis 261 ans,
Hein, donc, vous voyez, on a eu des grands-pères avant nous. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes? Avec les jeunes, on a vraiment souhaité que le dialogue s'instaure intergénérationnel. Vous êtes jeunes, millénium, vous êtes entre vous avec vos... Certains avaient appelé ça, Serre avait dit c'était la génération poussette. Hein, c'était comment vous travaillez avec votre portable. Bon, c'est comment avec vous s'engager pour partager, que j'ai dit tout à l'heure, par des groupes de travail. Il y a un groupe spécifique qu'on a mis relation entre enseignement supérieur, académie. On a des actions avec les relais territoriaux. On s'est appuyé sur Agro Campus Ouest, on s'est appuyé sur Dijon, on s'est appuyé sur Montpellier. Au Cité-Vie, on a fait un ouvrage ancien, c'est à partir des vélins, des aquarelles sur vélin. Alors vélin, les jeunes, vous savez ce que c'est que vélin? Vous voyez, vous allez apprendre un mot au moins aujourd'hui, c'est que vélin, c'est la peau de veau tanné, donc des aquarelles de redouté sur la vigne, le vin. Et on a fait un ouvrage sur justement quel est l'avenir avec le changement climatique sur la vigne. C'est aussi comment vous valorisez par des prix et médailles. Alors l'Académie n'est pas riche, elle est riche de ses donateurs. Et on a la chance d'avoir des gens qui ont fait des legs. Et c'est comme ça que, par les fondations, la Fondation Avril. La Fondation Avril, c'est le concours MAC IT Agri, c'est sur l'innovation. Comment l'innovation, elle peut aider à une nouvelle agriculture, nouvelle alimentation, avec la Fondation Avril. Avec une autre fondation, Xavier Bernard, qui était quelqu'un qui a commencé pauvre, qui est devenu garçon semencier, et qui a été implanté au Maroc, qui a développé les semences, et qui n'a pas eu de descendants. Qui n'a pas eu de co-descendant, bien qu'il était dans une famille de 12 enfants, il n'y avait aucun descendant. Il a donné son legs à la fois pour l'INRAE, parce que c'est l'implantation en Poitou-Charentes, c'est une école, un enseignement, mais c'est aussi des dons à l'Académie qui font qu'on a une fondation Xavier Bernard qui permet de vous attribuer des bourses, notamment de fin d'études. C'est également une autre fondation avec des chercheurs. C'était lui et Jean Dufresnoy avec sa sœur. On fait un don à l'Académie et avec ce don, nous faisons les médailles d'argent. Médailles d'argent, Jean et Marie-Louise Dufresnoy, dont tout à l'heure Anne-Marie vous parlera. Pour vous dire que voilà, l'Académie n'a pas beaucoup de moyens, a beaucoup de moyens intellectuels. Vous pouvez rejoindre d'ailleurs la chaîne YouTube de l'Académie. Nous sommes à 1150 abonnés. La dernière séance de l'Académie sur l'arbre, avec le réchauffement climatique, on a atteint les 1000 vues. Pour vous dire que voilà, on a des choses à partager, à faire ensemble, notamment notre encyclopédie, la chaîne YouTube. Je laisse la parole à Anne-Marie qui va vous dire, elle, qui est l'artisane de tout ce travail des médaillés d'argent. Et vous allez voir, elle va vous soigner quand vous serez docteur, parce que vous verrez, elle fait un travail extraordinaire au sein de l'Académie. Merci Anne-Marie. Je suis ravie de pouvoir finalement, lors de cette séquence, vous expliquer, quand je vous retrouverai docteur, comment se passe effectivement la sélection que l'Académie lance sur ces thèses. Alors, en début d'année universitaire, je fais un appel à de nombreuses écoles doctorales qui sont dans nos métiers, agriculture, alimentation, environnement, pour me fournir un certain nombre de thèses. Ces thèses, quand elles arrivent à l'Académie avec le dossier, avec le rapport du rapporteur, le rapport de soutenance, le CV, donc il est analysé déjà en première instance par nos équipes, et un référent est identifié dans chacune des sections. L'Académie a 10 sections, et on a toujours une section qui correspond à la thèse en question. Le référent en question ne refait pas un rapport de rapporteur. La thèse du docteur est
a été nommé par l'université. Il a le plus beau diplôme que l'université peut produire. Donc le rapporteur de l'Académie d'agriculture de France fait un rapport en 2-3 pages en croisant un petit peu les éléments qui peuvent à la fois intéresser le jeune docteur pour lui donner d'autres ouvertures. C'est pas du tout des consultations, c'est pas du tout c'est surtout pour l'académie savoir dans quel endroit on peut essayer de valoriser ce travail. Alors ensuite, une fois que le rapport a été validé par le référent, échangé avec le jeune docteur, échangé avec l'état-major de l'académie, cette analyse de thèse, elle est mise sur le site de l'académie. Alors, je pense que là, les jeunes docteurs sont très intéressés à l'éclairage qui est donné par cette mise en lumière sur le site de l'académie, surtout que tous les mois, le mensuel de l'académie, le journal informatique, est envoyé à 80 000 adresses. Donc c'est vraiment une ouverture, et je crois que là, les jeunes sont très reconnaissants de cette ouverture, cet éclairage qui leur est donné. Et donc ça, c'est le deuxième étage de la fusée de valorisation que donne l'académie. Ensuite, le jeune qui a été donc mis sur le site avec cette analyse peut éventuellement faire une communication qui également est validée par le référent, par l'équipe qui s'occupe de ces valorisations. Et cette communication, effectivement, une fois de plus, elle est sur le site. Et enfin, la dernière étape de la fusée, c'est-à-dire que sur les 10 sections, chaque section choisit une des meilleures thèses qui a été repérée. Et il lui est donc attribué, après avis de la commission académique qui se déroule en juin, eh bien, on a une médaille d'argent du Fresnois. Et les jeunes donc reçoivent cette médaille avec une médaille, un chèque de 1 000 € quand même, et puis surtout un beau diplôme. Et cette médaille, elle est tout à fait appréciée. Et tous les jeunes, là pour septembre 2022-2021, on a une présentation le matin de la séance solennelle de l'académie, des reprises de travaux. Et les jeunes qui ont été, les 10 qui ont été sélectionnés par cette médaille, eh bien là j'ai le plaisir de savoir, parce que je les suis, ils sont tous passés. Soit ils sont en postdoc, soit ils sont déjà en entreprise, soit ils sont déjà, et alors je garantis qu'ils sont autour du monde. Ils sont des citoyens du monde. Là j'ai essayé d'en récupérer quelques-uns. Il y en a un qui est au Liban, l'autre qui est en Amérique du Sud, l'autre qui est le plus près c'est encore la Suisse ou la Belgique. Et c'est pour dire que l'éclairage donné par l'académie, par ces analyses de thèse, par cette valorisation, elle est, je pense, pas négligeable et qu'ils y sont très attachés. En plus, ils sont très reconnaissants et avec moi qui ai le plaisir d'échanger beaucoup avec eux, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec cette école doctorale notamment avec notre ami Alexandre Derry qui m'alimente beaucoup et c'est extrêmement enrichissant et vraiment transgénérationnel. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors je risque de casser pas mal d'idées reçues parce qu'en fait on entend parler de jeunes, je suis plus si jeune que ça, même si j'ai passé mon doctorat il y a peu. Mais en fait à travers mon parcours, qui n'est pas un parcours classique, peut-être ce que je peux montrer et témoigner, c'est comment le doctorat en fait a enrichi mon parcours professionnel, puisque je n'ai pas un parcours d'ingénieur agronome. Moi je suis cuisinier de formation, donc j'ai fait une école hôtelière, un bac technique, donc je n'étais pas du tout destiné à une carrière académique. J'avais même jamais entendu parler de recherche. Avec mon bac technologique en poche, je suis devenu consultant en restauration pendant une dizaine d'années. Donc j'ai accompagné des collectivités sur des problématiques liées à l'organisation de leur système de restauration collectif et j'ai fait ça donc, pendant une dizaine d'années. Et au bout de 10 ans, j'ai souhaité reprendre mes études. Et c'est à cette occasion que j'ai passé un Master 2 en sciences sociales appliquées à l'alimentation à l'université de Toulouse-Le Mirail. Et comme vous le savez, en Master 2, on a un stage à faire. Et j'ai fait mon stage à l'INRAE, à l'UMR Moïsa, donc à Montpellier Supagro. Et mon stage portait sur la restauration collective et la réduction du gaspillage en restauration collective, et c'était encadré par deux chercheuses, Lucie Siriex et Sandrine Costa. Et ce qui les intéressait dans mon profil, c'est que j'avais une réelle expertise métier, une expertise terrain, et pour aborder les questions de gaspillage alimentaire, elles souhaitaient avoir
quelqu'un qui pouvait dialoguer avec les acteurs sur le terrain. Et donc j'ai fait mon stage comme ça, c'était un stage de recherche, et à cette occasion, en découvrant la recherche, en fait j'ai vraiment été piqué de curiosité par le monde de la recherche, et j'ai trouvé que dans mon parcours professionnel, il y avait un réel intérêt pour moi d'aller développer des compétences théoriques et méthodologiques à travers le doctorat pour aborder des problématiques sociétales et essayer de générer des nouvelles connaissances à finalité opérationnelle. Donc vraiment, j'ai essayé avec Lucie et Sandrine, à l'issue de mon stage, on a décidé d'écrire un sujet de thèse en recherche appliquée, donc en sciences de gestion et marketing, qui portait donc sur l'étude de l'hétérogénéité des comportements alimentaires en restauration, et ce dans le but de tester, évaluer des leviers d'action permettant de réduire le gaspillage alimentaire. Donc j'ai fait ma thèse à Montpellier Supagro, on a obtenu des financements, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être un peu un parcours du combattant d'aller chercher des financements, mais là, étant donné qu'on avait écrit le sujet de thèse ensemble, on était assez serein sur le fait de pouvoir aller chercher des financements, puisqu'on était sur une problématique assez importante, en tout cas qui faisait beaucoup parler d'elle. Donc on a réussi à trouver des financements du côté de l'INRAE, du côté de l'ADEME, et c'est comme ça que j'ai pu commencer la thèse. Donc après la thèse s'est déroulée pendant 3 ans. J'ai soutenu en 2018, et à la fin de ma thèse, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse pendant 2 ans. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté tout à l'heure à la présentation d'Agnès Gibreau, qui est la directrice du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Voilà, c'était ma collègue, donc j'ai travaillé avec elle pendant 2 ans, toujours sur les problématiques d'alimentation dans la restauration. Voilà, et puis à l'issue de ces 2 années passées au centre de recherche, j'ai souhaité revenir à Montpellier Supagro parce que j'avais envie d'enseigner, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui, d'enseigner et d'accompagner les étudiants. Donc maintenant je suis de retour à Montpellier Supagro sur des missions d'enseignement en marketing de l'agroalimentaire. Voilà un peu pour mon parcours. Donc en gros, oui, doctorat, ça s'adresse à des jeunes, mais pas que. On peut y arriver un petit peu plus tard. Ça peut être une première expérience professionnelle, mais ça peut être aussi dans un parcours professionnel, à un moment donné, un pas de côté, ou tout du moins une autre expérience qui permet d'enrichir ses bagages. Et puis, voilà. Merci. On vient de voir un beau parcours atypique. Alors maintenant, j'ai envie de poser la question à l'INRAE. Est-ce qu'on peut faire de beaux parcours à l'INRAE? Oui, déjà on a un super exemple, merci Maxime. C'est vrai que ça tombe bien, c'est un peu le hasard, mais toute la semaine, on va avoir des échanges autour du thème la science a du goût. Donc c'est un petit jeu de mots. La science, elle éclaire le goût, la relation entre les consommateurs et les aliments, le plaisir qu'on a de manger. Et puis la science, elle a du goût aussi intrinsèquement, le goût de la découverte, le goût de pousser les connaissances, le goût d'être utile à la société, le goût de partager les connaissances, le goût de les transmettre. C'est un peu ça aussi le fil conducteur de notre œuvre. Et je pense que c'est bien d'avoir des témoignages comme ça, parce que je peux comprendre que sinon, la science, la recherche, les grands sujets du défi climatique, de la biodiversité, c'est à la fois attirant et écrasant. On peut se dire, mais qu'est-ce que je peux faire moi là-dedans? Par quel bout prendre? Aurais-je des compétences? Serais-je à la hauteur? Est-ce que tout n'a pas déjà été étudié? Est-ce que le problème, c'est pas le fait que les politiques ou les acteurs ne prennent pas les bonnes décisions? Est-ce qu'il y a encore des choses à apprendre? Et en fait, quand on prend le temps de discuter avec nos chercheurs, ingénieurs, techniciens, et il y en a qui sont là aujourd'hui, quand on discute avec des collègues qui sont en thèse, on voit comment on peut amener sa pierre à l'édifice, comment l'évolution des fonds de connaissances va avoir un impact, peut avoir un impact sur sa vie, sur la vie des concitoyens, sur la planète. Et c'est ça qui est passionnant. Donc, premier exemple, comprendre le gaspillage alimentaire. 30% de l'alimentation produite sur la surface de la planète est gaspillée chaque année. Et c'est plutôt dans les pays du Nord, en moyenne,
Et dans les pays du Sud, qui n'ont pas les infrastructures de stockage pour stocker les récoltes, 30% de la matière première agricole est perdue. Alors, quand on va être en 2050 9 à 10 milliards d'habitants sur la planète, la question de l'alimentation des 9 à 10 milliards d'habitants, elle passera très certainement par une forte réduction des gaspillages alimentaires, une forte réduction des pertes après récolte. Et on peut prendre d'autres exemples comme ça. On a des collègues qui vont vous montrer comment on essaye d'anticiper le dérèglement climatique en 2050, et déjà un peu avant, ça a commencé, sur nos prairies. Comment on va alimenter nos troupeaux demain ou après-demain dans un contexte où il y aura de plus en plus de stress hydrique. On aura des températures extrêmes, où il y aura des tensions sur la ressource en eau. Donc on a des collègues qui le présentent de façon très pédagogique, qui ont mis au point un dispositif pour simuler l'absence de pluie sur des prairies, avec des écrans qui sont pilotés en fonction de l'arrivée des pluies, du climat, etc. Et on va comparer des espèces de plantes qui vont être plus ou moins résistantes au stress hydrique pour ensuite pouvoir les proposer aux agriculteurs et avoir une diversité de solutions. On a des sujets évidemment dans tous les domaines, je n'ai pas le temps de tous les déployer. Il y en a qui sont à l'interface de l'agriculture et de l'alimentation. C'est un vrai sujet. Si on veut boucler l'alimentation de la planète, on aura besoin toujours d'élevage, mais probablement de consommer moins d'aliments carnés, notamment dans les pays du Nord, un peu plus en Afrique, où il y a des déficiences protéiques, mais moins dans les pays du Nord. On mangera moins de viande et on mangera plus de protéines végétales. Et donc le travail sur les légumineuses qu'on va introduire dans la diversité des cultures des agriculteurs, ça pose des questions d'agronomie. Ça pose des questions de sélection végétale. Il faut que les légumineuses elles soient performantes, il faut qu'elles s'introduisent bien. Elles vont permettre de stocker de l'azote naturellement dans le sol et donc de réduire l'utilisation des engrais, ce qui est intéressant pour la planète. Et puis, si on les transforme, soit on peut les utiliser pour l'alimentation des animaux et on va importer moins de soja et on va contribuer moins à la déforestation de l'Amazonie, mais on va aussi en consommer plus dans l'alimentation des humains. Et donc, de proche en proche, sur un sujet comme les légumineuses, on va se retrouver à l'interface de questions d'agriculture, d'agroécologie, de questions d'alimentation, de nutrition. Et c'est ça le côté passionnant d'un institut comme INRAE, c'est qu'on peut arriver avec une compétence en agronomie, en économie, en gestion, en marketing comme Maxime, en biologie végétale, en génétique, en mathématiques, en informatique, en intelligence artificielle, et on va amener sa compétence à la compréhension d'un sujet qui en général est un sujet qui a un fort enjeu pour la société. On va être forcément dans une équipe, on sera très rarement isolé, même si le travail de thèse est un travail qui engage une personne, mais on est dans un collectif, et en confrontant ces disciplines, on va apporter des solutions. Voilà, donc INRAE est un employeur à la fois, et c'est Cyril Cao qui va l'expliquer, à la fois contribue à former des jeunes, comme Maxime, en partenariat avec les écoles, et ensuite on recrute un certain nombre dans nos unités de recherche pour faire de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, du partenariat, du transfert avec les agriculteurs, les entreprises. On a aussi des chercheurs qui vont être formés chez nous et qui vont créer leur start-up et qu'on va retrouver à la ferme digitale à côté et qui vont réussir des beaux parcours et qu'on va accompagner. Donc c'est une invitation pour tous ceux que ça intéresse à entamer la discussion avec nous et puis partager les expériences avec les collègues chercheurs qui sont là. Merci beaucoup. Eh bien, vous êtes, vous, amenés à être des acteurs du développement, des acteurs du changement. Donc à vous maintenant d'agir et de faire que votre carrière, votre recherche, voilà, apporte à notre société. Merci.